Ce matin-là, la lumière d'hiver filtrait à travers les volets entr'ouverts, dessinant sur la nappe des carrés pâles comme des souvenirs qui s'effacent. Je m'étais levée tôt, par habitude. 1 an déjà qu'Alain était parti, et pourtant, chaque matin, je dressais encore 2 tasses. La mienne pour le café, la sienne pour la mémoire. Vers 10 heures, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Madame Lemoine, ici Maître Roche, le notaire de votre mari. Nous avons retrouvé un document complémentaire dans son dossier. Il serait préférable que vous passiez au cabinet cette semaine. » Ma gorge s'est serrée. Un document complémentaire. 1 an après sa mort? Je me suis assise, les mains tremblantes. Mon regard est tombé sur la vieille photo d'Alain, celle où il rit, dans le jardin, le tablier plein de sciures. Il avait toujours gardé ses papiers avec un soin presque maniaque. Si quelque chose restait à dire, c'est qu'il avait voulu que je l'entende. Le lendemain, j'étais au cabinet. L'air y sentait la cire et la poussière des archives. Maître Roche a posé sur la table une enveloppe beige scellée, marquée au feutre, annexe manuscrite, carnet d'Alain, à remettre à Jeanne Lemoine. Mon cœur s'est emballé. Ce mot, carnet, c'était tout lui. Alain écrivait tout. Ses idées, ses doutes, même les petites phrases qu'il voulait me dire et n'osait pas. Mais avant que le notaire n'ouvre la bouche, une voix s'est interposée dans le couloir. « Excusez-moi, maître, je suis Sandrine, la belle-fille de Madame Lemoine. » Elle entra, sourire figé, manteau de laine impeccable. Je ne l'avais pas vue depuis les obsèques. Elle posa son sac sur la table, d'un geste qui disait déjà qu'elle était chez elle. « Ce carnet ne te regarde pas, Jeanne. C'est sûrement en rapport avec l'entreprise. Papa notait tout. Tu le sais. Ce n'est pas personnel. » J'ai senti mes doigts se crisper sur l'accoudoir. Le notaire, gêné, a feuilleté un dossier, hésitant. Sandrine a ajouté d'un ton sec. « Et puis, même s'il y a des choses écrites sur toi, ça ne t'aiderait pas à aller mieux. Il faut laisser le passé tranquille. » Je n'ai rien répondu. Mais quelque chose, à l'intérieur, s'est brisé net. Cette femme, qui m'appelait autrefois maman par convenance, venait de poser une barrière entre moi et la dernière trace d'Alain. Elle venait, sans le savoir, de transformer mon deuil en enquête. Je regardais l'enveloppe, encore close, posée à portée de main. Le notaire semblait hésiter entre son devoir et sa peur de créer un conflit familial. Sandrine, elle, parlait déjà d'autre chose. L'entreprise, les papiers à classer, le patrimoine des mots froids, vide de lui. Alors j'ai compris. On ne voulait pas seulement me priver d'un souvenir. On voulait effacer ma place dans son histoire. Je me souviens encore du premier jour où j'ai vu Alain. J'étais institutrice à l'école communale d'Angoulême, à peine sortie de l'école normale. Lui, il venait réparer la chaudière, les mains couvertes de cambouis, mais avec ce regard clair, vif, presque timide. Il m'a parlé de mécanique comme d'un art. « Ce qui compte, ce n'est pas la pièce, c'est le mouvement », disait-il en souriant. Je l'ai trouvé lumineux dans sa simplicité. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Un petit mariage de province, sans faste ni promesse exagérée, mais avec des rires et des fleurs des champs. Je portais une robe que ma mère avait raccommodée la veille, et lui avait glissé dans ma main une clé, celle de la maison qu'il rêvait de construire. Cette maison, nous l'avons bâtie pierre à pierre, le dimanche, après son travail. Il avait ses mains d'artisan, solides et patientes. Et moi mes cahiers, où je notais les dépenses, les plans, les rêves. Chaque mur semblait contenir un peu de nous, un rire, une dispute, une tendresse. Quand la maison a enfin eu un toit, Alain m'a dit « Regarde bien, Jeanne. Ce n'est pas une maison, c'est une promesse qui tient debout. » Puis est venu Marc, notre fils unique. Petit garçon sage, observateur, il suivait son père dans l'atelier, jouait avec les tournevis comme d'autres avec des crayons. Alain lui répétait « On peut tout réparer, Marc, sauf la parole donnée. » Je l'écoutais et je me disais que notre vie, sans être spectaculaire, avait ce goût rare des choses vraies. Le travail, le respect, la constance. Pendant des années, tout a semblé immuable. L'école, les repas du soir, le jardin où Alain taillait les rosiers comme s'il réglait un moteur fragile. Je préparais les cahiers d'élèves, il préparait les moteurs. Nous étions 2 vies parallèles qui se rejoignaient toujours au même point. La maison. Puis Marc a grandi, a fait des études de commerce à Bordeaux. Quand il a rencontré Sandrine, je l'ai accueillie avec bienveillance. Elle parlait vite,
avec cette assurance qu'ont ceux qui veulent tout comprendre avant d'avoir écouté. Elle venait d'une famille différente, citadine, ambitieuse, pressée. Je sentais qu'elle regardait notre maison comme un vestige, une chose charmante mais dépassée. Peu à peu, la distance s'est installée. Marc venait moins. Sandrine trouvait toujours une raison. Trop de route, trop de travail. Quand il venait, elle corrigeait nos phrases, nos habitudes, nos silences. Alain restait poli, mais je voyais dans ses yeux cette fatigue qu'ont les hommes qu'on fait taire. Puis il est tombé malade. Un souffle court, une faiblesse qui s'est installée, insidieuse. Au début, il disait que ce n'était rien, juste le moteur qui cale un peu. Mais le moteur, cette fois, ne redémarrerait pas. Les dernières années ont été celles du repli. Alain, dans la chambre, entouré de ses carnets, de ses outils, rangés, avec une précision maniaque. Moi, à son chevet, relisant pour lui les lettres qu'il n'avait plus la force d'écrire. Un jour, il m'a tendu un petit carnet noir, à la couverture usée. Il le gardait toujours près de son lit. Il m'a dit, d'une voix douce, « Écrire, c'est laisser une trace au cas où la voix s'éteint. » J'ai souri, pensant qu'il parlait de poésie, de mécanique, de souvenirs. Je n'avais pas compris qu'il écrivait pour me protéger. Il griffonnait souvent, la nuit, quand il croyait que je dormais. Des pages et des pages d'une écriture serrée, nerveuse, entre le testament du cœur et les contes d'un homme ordonné. Je n'ai jamais osé lire. Je respectais ce secret comme on respecte une prière. Puis, un matin d'automne, il est parti. Sans bruit, comme un moteur qui s'éteint doucement, après avoir trop donné. Je me souviens de la chambre silencieuse, du carnet posé sur la table de nuit, de la main d'Alain encore chaude. J'ai refermé la fenêtre, rassemblé les papiers, et puis Sandrine est arrivée, organisée, efficace, et le carnet a disparu. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. J'étais dans ce brouillard du deuil où l'on range sans savoir ce qu'on perd. Ce n'est que bien plus tard, 1 an après, devant Maître Roche, que j'ai compris, ce carnet n'était pas un simple cahier de souvenirs. C'était un document, une trace juridique, une preuve d'amour et de lucidité. Alain, dans ces dernières semaines, avait tout écrit sur nous, sur la maison, sur la vérité. Et ceux qui prétendaient m'aider avaient voulu me le voler. Je revois encore son visage, cette expression calme, presque malicieuse, quand il disait « Jeanne, si un jour je ne parle plus, lis. Tu comprendras. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu un mari. J'ai perdu une voix. Et maintenant, je sais qu'elle existe encore, enfermée quelque part, dans un carnet noir qu'on a voulu m'interdire. Et que c'est à moi, désormais, de la faire reparler. » Alain avait toujours dit « Les papiers, c'est la preuve qu'on a existé ensemble. » Et voilà qu'on me retirait la preuve. Je suis rentrée chez moi à pied, sous un ciel bas d'Angoulême. Dans mon sac, une copie de l'avis du notaire, et un vide immense. À chaque pas, j'entendais résonner la phrase de Sandrine. « Ce carnet ne te regarde pas. » Non, pensais-je, c'est tout ce qui me reste à regarder. À la maison, le silence m'a accueilli, épais comme un drap. Je me suis assise devant la table, celle où Alain écrivait ses contes, ses pensées, ses listes de courses et ses poèmes maladroits. J'ai pris mon propre carnet, un petit cahier à couverture bleue, et j'ai tracé d'une main ferme. Mercredi, 10-12, on m'a volé la dernière parole d'Alain. J'ai refermé le carnet et l'ai posé à côté de la tasse vide qu'il n'avait jamais plus utilisée. Dehors, la lumière de février s'éteignait lentement. Je me suis dit, à voix basse, « On peut cacher un papier, pas la vérité qu'il contient. » Et à cet instant précis, sans l'avoir décidé, j'ai su que je ne laisserais personne refermer à ma place le dernier chapitre de notre vie. Les jours qui ont suivi la mort d'Alain se sont fondus dans une sorte de gris continu. Le courrier s'empilait, les factures, les lettres de condoléances, les formulaires administratifs. La secrétaire, polie, m'a répondu qu'elle ne pouvait rien dire sans autorisation de M. Marc Lemoine. J'ai raccroché, puis j'ai rouvert le tiroir de l'ancien bureau d'Alain, celui dont la clé avait disparu depuis la visite de Sandrine. Je me souvenais d'un double, caché derrière le cadre de notre photo de mariage. Mes doigts ont tremblé quand j'ai retrouvé la petite clé de cuivre. Elle entrait encore parfaitement dans la serrure. Le tiroir a résisté, puis s'est ouvert dans un craquement sec. À l'intérieur, ces vieux carnets de notes de garage, ces reçus, ces brouillons. Mais pas celui-là, pas le carnet noir.
J'ai pris une lampe de poche et fouillé chaque coin, derrière les dossiers, sous les papiers, jusqu'à la doublure du tiroir. Rien. Mais en rangeant, j'ai trouvé une feuille déchirée, coincée entre deux cahiers. Une écriture d'Alain, nerveuse, familière. On y lisait. Si tu lis ceci, c'est que j'ai eu raison d'écrire. Le reste est au notaire. Carnet complet, page numérotée. J'ai senti mes yeux s'embuer. Ce n'était plus une hypothèse. Le carnet existait bien, et Alain voulait que je le lise. J'ai alors entrepris une série de démarches, chaque jour un pas de plus vers la vérité. Appeler la chambre des notaires pour connaître les procédures de dépôt, vérifier les inventaires de succession, consulter les archives communales pour retrouver les mentions de son nom. Chaque soir, j'écrivais dans mon carnet bleu. Jour 2, le notaire ne dit rien, mais il sait. Jour 3, carnet mentionné dans un inventaire partiel. Jour 4, la vérité dort sous clé. Je n'étais plus seulement une veuve. J'étais devenue une enquêteuse de mémoire. Et dans cette quête, je retrouvais un peu de lui. Sa rigueur, sa patience, sa manière de toujours dire. Cherche la panne, Jeanne, mais n'abîme pas le moteur. Alors j'ai décidé de chercher, méthodiquement, calmement, sans haine. Parce que ce carnet n'était pas un papier. C'était la dernière voix d'Alain. Et tant que je n'aurais pas entendu, je savais que le deuil resterait inachevé. Je faisais ce que je pouvais, lentement, avec méthode, comme il m'avait appris. Une pile pour les papiers importants, une autre pour les souvenirs. Puis Sandrine est arrivée. Toujours impeccablement coiffée, avec cette façon de parler à la fois douce et tranchante. « Laisse-moi t'aider, Jeanne. Ces choses-là sont trop lourdes pour toi. » Au début, j'ai cru à de la bienveillance. J'ai même ressenti de la gratitude. Elle a pris la clé du bureau d'Alain pour ranger les documents sensibles. Puis elle a commencé à trier. Les factures, les contrats, les papiers de la maison. Elle annotait tout, avec des post-it jaunes, et rangeait selon un système que je ne comprenais plus. Un soir, j'ai voulu ouvrir le tiroir où Alain gardait ses carnets. La clé n'était plus là. Sandrine a simplement haussé les épaules. Je l'ai mise ailleurs pour éviter que tu te fatigues à chercher. Elle parlait comme à une enfant. Marc, lui, restait silencieux. Assis à la table, il fixait ses mains, mal à l'aise, comme s'il assistait à une scène qu'il ne voulait pas voir. Les phrases, au fil des semaines, ont commencé à changer de ton. Moins compatissantes, plus directives. Il faut te simplifier la vie, Jeanne. Tu sais, on ne peut pas tout garder. Il faut tourner la page. Le carnet d'Alain, inutile de t'y accrocher, c'est du passé. Je n'ai rien dit. Mais j'ai senti la morsure. Ce carnet, je ne l'avais même pas revu, et déjà, on me disait de l'oublier. On effaçait Alain doucement, méthodiquement. Et à travers lui, on effaçait aussi ma propre mémoire. Un matin, j'ai découvert que mon nom n'apparaissait plus sur le relevé d'un des comptes communs. Transfert administratif pour simplification. Je me suis tue encore, espérant que c'était une erreur. Mais au fond, je savais. Sandrine voulait tout centraliser, tout contrôler, tout rationaliser. Le pire n'était pas ce qu'elle disait, mais la manière, avec le ton poli, glacé, de ceux qui savent qu'ils ont déjà gagné. Marc, mon fils, évitait le sujet. Quand je lui en parlais, il se contentait d'un soupir. « Tu te fais des idées, maman. Sandrine veut t'aider. » Je reconnaissais sa voix d'enfant pris entre deux loyautés. Et moi, je ne voulais pas qu'il choisisse. Je préférais encaisser, en silence. Alors j'ai commencé à écrire. Chaque mot blessant, chaque date, chaque changement. Dans un petit carnet bleu que je gardais sous le napperon du salon, c'était ma façon de respirer. Vendredi, 16/20, clé du bureau introuvable. Sandrine dit qu'elle la garde pour éviter les pertes. Dimanche, carnet évoqué, jugé inutile. Lundi, relevé de compte, sans mon nom. Il range son amour comme un dossier à classer. Le soir, je relisais mes notes, comme on relit une partition fausse pour comprendre où le silence a remplacé la musique. Je me demandais quand exactement j'étais passée du statut d'épouse à celui de vieille femme qu'il faut gérer. Il y avait pourtant des gestes qui restaient les miens. Arroser les plantes d'Alain, dépoussiérer son fauteuil, remettre en place les outils de son établi. Des gestes simples mais essentiels pour continuer d'exister. Et puis, un après-midi, j'ai surpris Sandrine au téléphone, dans le couloir. Sa voix était basse, rapide. « Oui, je crois qu'elle ne comprend plus grand-chose. On va tout transférer avant la fin du mois. » Je n'ai pas bougé.
Elle m'a vue, a rougi, puis a souri comme si de rien n'était. Je parlais de la paperasse, Jeanne. Rien d'important. À cet instant, j'ai senti quelque chose se figer en moi. Je n'étais plus seulement blessée. J'étais lucide. Ils me parlaient avec politesse, mais leurs gestes disaient autre chose. Ta parole ne compte plus. Le soir, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit en lettres nettes. Ils ont remplacé le deuil par la gestion. Ils ont transformé ma vie en comptabilité. Puis j'ai ajouté, à la fin de la page, je ne dis rien, mais je note. Et un jour, ils comprendront que noter, c'est déjà se défendre. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Le chagrin avait laissé place à une clarté froide, celle qu'on éprouve quand on sait que la prochaine humiliation sera aussi la dernière avant l'action. Ce matin-là, le facteur a déposé une enveloppe beige dans la boîte. Je l'ai prise machinalement, pensant que c'était une facture ou un courrier de la mairie. Mais en voyant le nom inscrit dessus Marc Lemoine suivi de la mention « Cabinet de Maître Roche, notaire », mon cœur a battu plus vite. Le cachet portait la date du jour. Par réflexe, je l'ai ouverte avant de réaliser que ce n'était pas pour moi. Une seule phrase a suffi pour me glacer. Annexe manuscrite, testament complémentaire, carnet d'Alain. Je me suis assise. Les mots semblaient me brûler les doigts. Annexe manuscrite. Donc Alain avait bien écrit quelque chose d'officiel. Et carnet d'Alain, ces 3 mots, noir sur blanc, confirmaient tout. Il ne s'agissait pas de simples souvenirs, mais d'un document légal, sans doute déposé ou mentionné dans la succession. Et Marc, ou plutôt Sandrine, le savait depuis le début. Pendant quelques secondes, j'ai cru que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Puis une colère froide, méthodique, a remplacé le vertige. Je me suis changée, ai pris mon manteau et suis partie droit vers la maison de Marc. Le trajet, je l'ai fait d'un pas ferme. Je ne pensais pas. Je comptais mes respirations pour ne pas trembler. Sandrine m'a ouvert la porte, maquillée, le téléphone à la main. Son sourire a été aussi mécanique qu'un store qu'on remonte à contre-cœur. « Jeanne, tu n'avais pas prévenu ?» Je l'ai coupé. « Où est le carnet de ton beau-père ?» Elle a marqué une pause, assez longue, pour que je voie son regard changer. Puis elle a haussé les épaules, faussement tranquille. Perdue. Et même s'il existait, il ne changerait rien. Je suis restée droite, les mains sur le sac. Ce même s'il existait sonnait comme un aveu. Il n'a jamais été perdu. Il vous gênait. Vous saviez ce qu'il contenait. Elle a soufflé, exaspérée. « Jeanne, arrête. Tu es fatiguée. » Alain n'a rien laissé d'important, sinon des gribouillis. Ce carnet n'avait pas de valeur. Alors pourquoi l'avoir pris? Elle a rougi, puis a baissé les yeux vers son téléphone, simulant une notification. Je suis partie sans un mot. Mais je savais. Ce carnet contenait des choses que je devais connaître. Pas des chiffres. Des vérités. De retour chez moi, j'ai relu l'enveloppe 10 fois. Le cachet, la date, tout était en règle. Ce n'était pas un faux courrier, mais une erreur d'envoi, un signe du hasard ou du destin. J'ai ouvert mon carnet bleu, celui où j'écrivais depuis des mois, et j'ai noté. Jour 1. Retrouver la trace du carnet d'Alain. Pas pour l'argent, pour la vérité. Le soir, j'ai appelé le cabinet de Maître Roche. Les nuits sont devenues longues, étirées, traversées de bruits minuscules. Le tic-tac de l'horloge, le craquement du bois, le souffle du vent contre les volets. Je ne dormais plus. À chaque clignement d'yeux, je revoyais Alain, penché sur la table, sa lampe orientée sur le carnet noir. Sa main avançait lentement, obstinée, entre 2 quintes de tout. Je me souviens de sa voix, un soir de janvier. « Il faut que je mette les choses en ordre, Jeanne. On ne sait jamais. » Je lui avais répondu d'un ton tendre mais lassé. « Tu ranges toujours trop. » Il avait souri. « Ce n'est pas du rangement, c'est une promesse. » Cette phrase, que j'avais oubliée, s'est remise à tourner dans ma tête, en boucle, jusqu'à me brûler. Ce carnet était une promesse. Pas un souvenir. Pas une nostalgie. Une promesse de protection. Je me suis levée, cette nuit-là, et allumé la lampe de chevet, et j'ai pris mon carnet bleu. La page était blanche. J'ai écrit. S'il a écrit, c'est pour moi. S'ils l'ont caché, c'est qu'il disait la vérité. Le lendemain, j'ai appelé Odile, une vieille amie, ancienne secrétaire de notaire. Une femme de confiance, à la voix ferme, toujours en retrait mais d'une précision redoutable. Je lui ai tout raconté. Le courrier, les mots, la disparition du carnet. Un silence a suivi,
puis cette phrase, nette, tranchante. Jeanne, rien ne disparaît d'un notariat. S'il l'a déposé, il y a un registre. Un registre? Oui. Chaque dépôt, chaque document manuscrit, chaque testament, tout est référencé au fichier central des dispositions de dernière volonté. On ne peut pas l'effacer. On peut le cacher, mais pas l'effacer. Un déclic? Je sentais à nouveau mes épaules se redresser. Une route s'ouvrait. Pour la première fois depuis la mort d'Alain, je ne subissais plus. Je décidais. Le soir, j'ai repris mon carnet bleu et j'ai tracé une nouvelle liste, claire, organisée, comme les notes d'un plan de bataille. À faire. Appeler Odile demain matin, vérifier protocole du registre. Prendre rendez-vous avec un nouveau notaire, hors influence de Sandrine. Contacter le fichier central. Demander copie certifiée de tout document au nom d'Alain Lemoine. Conserver preuve de dépôt et correspondance. Puis j'ai ajouté, en bas de la page, une phrase qu'Alain aurait aimée. Les moteurs tombent en panne quand on oublie l'entretien. Les vérités aussi. Les jours suivants, j'ai retrouvé un rythme. Chaque matin, j'ouvrais les volets, notais les dates, les numéros, les contacts. Je n'étais plus une veuve errante dans ses souvenirs. J'étais devenue l'enquêtrice de ma propre mémoire. Ma voix reprenait sa place entre le bruissement du papier et la sonnerie du téléphone. Odile m'a guidée, pas à pas. Elle m'a appris les mots à employer. Demande d'extrait de dépôt, réquisition de copie, succession partielle, annexe non publiée. Ces mots, au début étrangers, sont devenus mes armes douces. Je les prononçais calmement, sans trembler, comme on apprend une langue nouvelle, celle du droit. Je me suis rendue à la poste pour envoyer ma première lettre recommandée. Sur l'enveloppe, j'ai écrit le nom de Maître Roche avec une écriture lente, droite, sans rature. En la déposant, j'ai senti quelque chose d'étrange. Un mélange de peur et de sérénité. La peur de découvrir, mais la paix de ne plus se taire. Le soir, j'ai ouvert la boîte où je gardais les affaires d'Alain. J'y ai trouvé sa montre, arrêtée à Dixestic 7. Je l'ai remontée, juste pour entendre le tic-tac repartir. C'était dérisoire, mais j'y ai vu un signe. Le temps reprenait son cours. En rangeant, j'ai retrouvé une photo jaunie. Alain dans l'atelier, le carnet noir posé à côté de lui. Il me regardait, comme s'il savait que ce carnet deviendrait un fil tendu entre lui et moi, entre la vérité et l'oubli. J'ai alors compris que je n'étais plus seule dans ce combat. Il était encore là, dans chaque ligne écrite de sa main, dans chaque silence que j'avais respecté trop longtemps. Ce soir-là, j'ai éteint la lampe, le cœur lourd mais ferme. Dans mon carnet bleu, j'ai écrit en dernière ligne. Je croyais que le deuil, c'était pleurer. Mais c'est comprendre, preuve après preuve, que la mort ne ferme pas les livres. Elle les rend urgents. Et j'ai su que le lendemain serait le vrai premier jour de ma vie sans Alain, mais avec lui encore, dans les mots qu'il avait laissés. Le jour où j'ai poussé la porte du cabinet de Maître Duval, à Cognac, je me suis sentie étrangement calme. Rien du désarroi d'autrefois. Plus de tremblements, plus de supplications à demi-mot. Seulement cette clarté froide que donne la certitude d'avoir été trahi et de pouvoir le prouver. Le bureau sentait le cuir et le papier ancien. Un homme d'une 60aine d'années s'est levé pour m'accueillir. Il avait ce regard direct, presque bienveillant, de ceux qui ont vu trop de familles se déchirer pour encore juger. « Madame Lemoine » ? Maître Duval. « Asseyez-vous. J'ai lu votre courrier ainsi que la copie de la lettre du cabinet Roche. » Je me suis assise, droite, les mains croisées. Il a poursuivi. « Vous soupçonnez la dissimulation d'un document successoral, le fameux carnet d'Alain. » J'ai acquiescé. « Je ne soupçonne plus, maître. J'en suis sûr. » Il a pris une grande feuille, a noté quelques mots, puis a tapé sur son clavier. Quelques secondes plus tard, il a murmuré. « Intéressant. Il existe bien une trace de dépôt. Une enveloppe scellée intitulée « Carnet d'Alain, personnel et successoral », enregistrée au fichier central. Mon cœur s'est serré. Donc il l'avait vraiment déposé. Oui. Mais il y a un blocage administratif récent. Demande de suspension faite par Madame Sandrine Lemoine, au motif de vérification successorale. C'est très inhabituel. Je suis restée muette. Puis, lentement. Autrement dit, elle a verrouillé la dernière parole de mon mari. Temporairement, précisa-t-il, et nous allons lever ce verrou.
Il a rédigé, sous mes yeux, une requête officielle pour déblocage de dépôt scellé. Sa plume glissait sur le papier avec la précision d'un chirurgien. Chaque phrase commençait par « vu l'article », considérant que « attendu que la dépositaire légitime ». Ces mots-là, je ne les comprenais pas tous, mais je sentais leur poids, leur droiture. Quand il eut fini, il leva les yeux vers moi. « Madame, le droit ne crie pas. Il constate. Et dans votre cas, il constatera que ce carnet vous revient. » Je lui ai simplement dit « Merci, maître, pas pour moi, pour Alain. » Je suis rentré chez moi avant la tombée de la nuit. La lumière de février filtrait à travers les rideaux, pâle et calme. J'ai posé mon manteau, allumé la lampe du salon et étalé sur la table tous les papiers que j'avais conservés depuis le début. Les relevés, les lettres du notaire, les copies des courriers, les notes d'Odile, mes propres annotations. Un véritable dossier de vérité prenait forme. Je l'ai classé dans une chemise bleue où j'ai écrit, au feutre, « Carnet d'Alain pour la vérité ». Puis j'ai commencé à rédiger une lettre à Maître Duval, où je détaillais tout. Les dates, les conversations, les mensonges de Sandrine, les preuves d'intervention abusive. Chaque mot pesait, chaque phrase simple, sans colère. C'était la méthode d'Alain. Ne dis jamais trop, mais dis juste. Les jours suivants, j'ai préparé le reste. Les copies certifiées des relevés bancaires, les preuves de transfert suspect, les photos du bureau d'Alain avant qu'il ne soit vidé, et surtout, la lettre d'André, le frère d'Alain, qui confirmait avoir vu le carnet entre les mains de Sandrine après le décès. Tout cela formait une architecture silencieuse de justice. Le soir, j'ouvrais parfois la fenêtre. L'air froid me rappelait que je respirais encore, et qu'à 76 ans, il n'était pas trop tard pour se défendre, ni pour aimer encore, à travers la vérité. Une nuit, j'ai repris le carnet bleu et j'ai écrit « Je ne réclame pas un héritage. Je réclame la vérité d'un amour. » Puis, sous cette phrase, comme une conclusion discrète, « S'ils ont voulu voler mes souvenirs, c'est qu'ils savaient leur valeur. » Quelques jours plus tard, j'ai revu Maître Duval. Le dossier de déblocage était parti. Nous aurons une réponse dans les prochaines semaines. Le juge des tutelles statuera sur la restitution. Il a marqué une pause. « Vous avez un courage rare, Madame Lemoine. Peu de femmes iraient aussi loin à votre âge. » J'ai souri faiblement. Le courage, c'est quand on ne veut pas laisser quelqu'un mentir sur celui qu'on a aimé. Avant de partir, je lui ai confié un autre document, écrit de ma main, mon Nouveau Testament. Sur la dernière page, j'avais ajouté une ligne personnelle. Pour Marc, s'il se souvient. Pour Manon, ma petite fille, s'il oublie. Il m'a regardé, ému. J'ai conclu simplement. Je veux que cette histoire laisse quelque chose de droit, même si tout a été tordu. Quand je suis rentrée chez moi, la lampe du bureau d'Alain était encore allumée, je l'avais laissée ainsi le matin, comme une veille. La lumière baignait le mur, douce et chaude. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie du côté de la clarté. Ce soir-là, j'ai noté dans mon carnet. Le mensonge fatigue. La vérité, elle, donne du souffle. Puis j'ai refermé les volets, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Le jour de la lecture officielle, j'ai mis mon manteau gris et la broche d'Alain, celle qu'il m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Je voulais qu'il soit là, d'une manière ou d'une autre. C'était un matin froid, limpide. L'air sentait la craie et le silence des grandes décisions. Le cabinet de Maître Duval se trouvait au cœur de Cognac, dans un ancien hôtel particulier. Des boiseries sombres, des vitres hautes, et ce calme pesant qui annonce les vérités qu'on ne peut plus repousser. Marc et Sandrine étaient déjà là. Lui, nerveux, fixait son téléphone. Elle, droite, trop maquillée, avec ce sourire crispé qui trahit la peur sous le vernis. Quand je suis entrée, leurs regards se sont évités. J'ai salué poliment. Maître Duval, impassible, m'a fait signe de m'asseoir. Sur la table, une enveloppe scellée attendait, au centre, comme une pierre dans une eau immobile. Sur le papier brun, on lisait, à l'encre noire, « Carnet d'Alain, personnel et successoral ». Maître Duval ajusta ses lunettes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture d'un document manuscrit laissé par Monsieur Alain Lemoine, enregistré comme annexe testamentaire. La procédure de blocage ayant été levée, le contenu peut désormais être révélé. Son ton était neutre, presque solennel. Sandrine croisa les bras, agacée. Marc se racla la gorge, mal à l'aise. Moi,
Je regardais simplement la lumière glisser sur la reliure du carnet, comme si Alain venait d'y passer la main. Maître Duval rompit le seau de cire, déplia lentement la bande adhésive et sortit un carnet relié en cuir noir, un peu usé, avec le coin gauche taché de café. Oui, c'était bien celui-là. Je le reconnaissais. Je le voyais chaque soir sur la table de chevet d'Alain, avant qu'il ne s'endorme. Le notaire l'ouvrit, tourna quelques pages silencieusement, puis lut à voix claire. « Jeanne, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Ne laisse personne te faire croire que tu ne vaux plus rien. Cette maison est à toi. Et notre amour, même vieux, reste droit. » Il s'interrompit. Le silence tomba comme une couverture. Pas un bruit, sauf le froissement d'une manche. Je regardais Marc. Ses épaules s'étaient affaissées. Ses mains tremblaient un peu. Il n'osait plus lever les yeux. Sandrine, elle, était devenue blême. Ses lèvres, serrées, avaient perdu leur couleur. Elle balbutia. « Mais ce n'est qu'une note, pas un vrai testament. » Maître Duval releva la tête, d'un ton ferme. « C'est un testament holographe, entièrement rédigé, daté et signé de la main de M. Alain Lemoine. Il prévaut sur toute version précédente. » Un souffle collectif traversa la pièce. Je restais immobile, les mains posées sur mes genoux. Pas de triomphe, pas de vengeance, juste une paix lente, solide, comme un retour de lumière après des mois d'ombre. Le notaire ajouta, plus doucement. La maison de Saint-Thiriet vous revient intégralement, madame. Les parts détenues par votre fils seront réévaluées selon la clause de réserve. Tout est en ordre. Je n'ai rien répondu. Je sentais dans ma poitrine non pas la joie, mais une gravité immense. Cette maison, c'était notre vie. Et Alain venait de la ramener à sa juste place, non dans les mains d'un notaire ou d'une belle-fille, mais dans le prolongement de notre amour. Sandrine, livide, tenta une dernière fois. Je ne comprends pas pourquoi il ne nous en a pas parlé. Maître Duval, calme. Peu. Être parce qu'il savait que ce carnet ne serait lu qu'au bon moment. Marc releva la tête. Son regard croisa le mien, et j'y vis une larme contenue. Il murmura « Je suis désolé, maman. » J'ai hoché la tête. Aucune rancune. Le temps de la colère était passé. Il ne restait que la vérité nue, simple, irrévocable. Le notaire me tendit le carnet. Je l'ai pris avec précaution, comme on prend un oiseau qu'on croyait disparu. Le cuir était tiède sous mes doigts. Je l'ai gardé sur mes genoux, en silence. Pas pour le posséder, mais pour sentir qu'il était revenu à sa place, la mienne. Maître Duval clôtura la séance d'une voix douce. « Je crois que M. Lemoine aurait été fier de votre dignité, madame. » Je me suis levée lentement. Avant de partir, j'ai glissé le carnet dans mon sac. Sans le refermer complètement, une page restait ouverte, celle où Alain avait écrit d'une écriture plus tremblante. On ne protège pas quelqu'un en lui retirant la clé de sa maison. On le protège en lui laissant sa place à table. Dans le couloir, la lumière du jour m'a frappé en plein visage. J'ai fermé les yeux. C'était fini. Pas une victoire éclatante, une victoire murmurée, à voix basse, comme Alain aimait les choses simples. Sur le parvis, Marc m'a rejointe. Il m'a dit, d'une voix tremblante, « Je te promets, maman, je vais tout remettre en ordre. » Je lui ai souri, doucement. « Non, Marc, c'est déjà fait. » Je suis rentrée à pied, le carnet contre mon cœur. Et sur le chemin, j'ai eu la certitude qu'Alain marchait à côté de moi, en silence comme il l'avait toujours fait, sans bruit, mais avec droiture. Justice douce. Vérité rendue. Après la lecture du carnet, plus rien ne fut comme avant. Les mots d'Alain avaient réordonné le monde calmement, sans colère, mais avec une autorité si claire que plus personne ne pouvait les contester. Ils flottaient encore dans la mémoire de chacun, comme une phrase qu'on n'ose pas relire, mais qu'on n'oubliera jamais. Sandrine quitta la maison la première, sans un mot. Elle ramassa ses affaires, laissa les clefs sur la table de la cuisine et referma la porte d'un geste sec. Marc tenta de la retenir, mais elle répondit simplement « Je ne peux pas rester ici. Tout me rappelle ce que j'ai fait. » Elle partit s'installer chez sa sœur, à La Rochelle. On dit qu'elle ne parla plus jamais d'Alain, ni de la maison, ni du carnet. Marc, lui, resta. Quelques jours après la lecture, il est revenu frapper à ma porte. J'ai ouvert sans mot dire. Il tenait un sac de courses et dans ses yeux, ce mélange de culpabilité et de tendresse maladroite qu'ont les enfants devenus adultes trop vite. Il a posé les sacs sur la table et m'a dit
J'ai acheté du blanc de Meudon pour les boiseries. Papa aurait voulu qu'on refasse les volets avant le printemps. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé, longuement, puis j'ai murmuré. Tu peux commencer par le salon. Ce jour-là, nous avons repeint ensemble les volets, dans un silence qui n'était plus une distance, mais une forme de réconciliation. Il n'y avait plus de rancune, seulement cette lucidité partagée. On avait tout perdu pour comprendre l'essentiel. Les voisins, eux, savaient déjà. Dans les rues d'Angoulême, les histoires circulent vite, mais celle-ci n'avait rien d'un scandale. C'était un murmure d'admiration tranquille. Au marché, on chuchotait. Elle n'a rien crié, mais elle a tout rétabli. Une femme droite, comme son mari. Je souriais à ces mots, sans répondre. La vérité, quand elle est entière, n'a pas besoin de défense. Elle s'impose, comme la lumière du matin, à travers les rideaux. On n'a qu'à la laisser entrer. Peu à peu, j'ai repris la maison. Non pas comme un bien, mais comme un lieu de respiration. J'ai trié les papiers, rangé les outils d'Alain dans leur caisse, lavé les rideaux, aéré les chambres. J'ai gardé quelques objets. Sa montre, son stylo, une photo de lui dans le jardin, et bien sûr le carnet. Je l'ai posé sur la table du salon, à la place exacte où il s'asseyait le soir pour écrire. Sur la couverture, j'ai collé une petite étiquette crème, découpée dans du papier de papeterie ancienne. J'y ai écrit à la main. Vérité et tendresse. 2 mots. Tout Alain tenait dans ces 2 mots. La vérité parce qu'il avait toujours détesté les faux semblants. Et la tendresse parce que c'était sa manière de tenir bon sans jamais durcir. Le soir, la maison retrouvait son calme. Je m'asseyais sur le canapé, une tasse de tisane à la main, et j'écoutais le vent passer dans les volets fraîchement repeints. J'avais cette impression étrange d'avoir remis les choses à leur juste place, comme si chaque geste, chaque silence d'Alain avait enfin trouvé son écho. Marc passait parfois le dimanche, sans prévenir. Il apportait des croissants, des fleurs du marché, ou simplement un peu de conversation. Il ne parlait plus d'héritage, ni de compte, ni de signature. Il parlait de son père, de ses souvenirs d'enfant, des bricolages dans le garage. Un jour, il m'a dit doucement « J'ai relu le passage où papa t'écrivait que l'amour reste droit. J'aimerais pouvoir aimer comme ça, moi aussi. » Je lui ai pris la main. C'était peu. Être la plus belle réparation. La maison, désormais, sentait la cire et la paix retrouvées. Je ne la voyais plus comme un territoire à défendre, mais comme une promesse tenue. Une promesse d'amour et de lucidité. Certains soirs, je posais ma main sur le carnet d'Alain. Je sentais sous mes doigts la chaleur du cuir, la texture du temps, la force tranquille des mots qu'il y avait inscrits pour moi. Je lui parlais à mi-voix. « Tu vois, mon vieux, tout est rentré dans l'ordre. Pas grâce à la colère, mais grâce à ta façon d'aimer. » Et quand la nuit tombait sur Angoulême, je laissais la lampe du salon allumée. Non pour chasser l'obscurité, mais pour rappeler à la maison qu'elle n'était plus orpheline. Sandrine s'était éloignée, Marc revenait peu à peu, et moi, je restais là au centre, calme, entouré de silence et de mémoire. La justice avait rendu son verdict, mais la paix, elle, venait du cœur. La maison d'Angoulême, trop vaste et trop pleine d'ombre, fut vendue à l'automne suivant. Jeanne l'avait vidée lentement, pièce après pièce, comme on détache un pan de soie sans violence. Elle avait laissé les meubles lourds, gardé seulement quelques livres, une nappe brodée et le carnet d'Alain qu'elle glissa dans une pochette de lin. Quand elle arriva à La Rochelle, le vent du large l'accueillit comme une main neuve. Elle avait choisi un petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien, tout près du port. La mer n'était pas visible depuis sa fenêtre, mais on l'entendait respirer. Le soir, les mâts tintaient doucement, et les goélands faisaient écho à sa solitude devenue douce. Ces journées prirent un rythme simple, presque réparateur. Le matin, elle descendait acheter le pain, discutait 2 minutes avec la boulangère. Puis elle s'asseyait au café du coin, un petit carnet dans le sac, un thé à la menthe devant elle. Elle observait les passants, les pêcheurs qui riaient fort, les étudiants pressés, les couples âgés qui marchaient encore côte à côte. Parfois, elle se disait que la vieillesse n'était pas une fin, mais une forme de permission, celle d'observer sans avoir à courir. L'après-midi, elle cousait. Des thés, des nappes, parfois de petits sacs à lavande pour les voisines. Ses mains, encore précises, retrouvaient le geste d'autrefois. Et chaque soir, elle faisait sa promenade sur le quai,
regardant les reflets du soleil mourir sur l'eau. Cette lumière salée lui rappelait Alain, son calme, son rire, sa façon de réparer les choses sans bruit.